Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous parle en direct d'Israël à Tel Aviv. Une très belle surprise que je vous recommande très fortement. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer un nouveau format que je n'ai pas proposé jusqu'à présent, qui est en fait le partage des investissements que je réalise dans des startups sur la base mensuelle. C'est-à-dire que voilà, tous les mois, je vais vous faire une petite vidéo, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse, sur les levées de fonds auxquelles j'ai participé, dans les startups dans lesquelles j'ai investi, et pour vous donner quelques détails sur ce que fait la startup, pourquoi j'ai décidé d'investir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est quoi le potentiel, etc. etc. Donc dites-moi si ça t'intéresse en fait dans les commentaires ci-dessous, sinon j'arrête tout de suite cette série de vidéos que j'ai prévu de faire mois après mois, puisqu'en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est que j'analyse à peu près entre 80 et 120 pitch decks de startup. Donc un pitch deck c'est simplement des slides PowerPoint où on te dit c'est trop bien, il faut que tu investisses, ça va voir ça plus tard, on va faire ci, on va faire ça, bref, des choses très belles. Et in fine, finalement j'investis dans 4 à 7 startups par mois, que je partage d'ailleurs à mes clients, dans lesquels tu peux investir avec moi à mes côtés si tu fais partie de mon programme. Et j'ai décidé de te faire cette petite vidéo sur une base mensuelle, donc pour te dire un petit peu quels sont les projets dans lesquels j'ai investi, dans quel pays, etc. Donc pour le mois de mars, qui est la première vidéo de cette série, j'ai investi, j'ai l'information là juste devant mes yeux, dans 5 startups et évidemment je les trouve magnifiques. Je vais te dire ça pour toutes les startups dans lesquelles j'ai investi évidemment, mais voilà, quand tu vas passer 100 pitch deck et t'en gardes que 4, 5, 6 à la fin, évidemment c'est que tu as été chercher ce qui te plaît vraiment sur pas mal de critères, sur pas mal de paramètres. Donc là aussi je regarde beaucoup de paramètres, j'en ai à peu près une vingtaine que je regarde avant d'investir, et c'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours de très beaux produits qui n'ont pas forcément une traction financière, qui n'ont pas encore gagné d'argent et qui te plaisent. Mais voilà, encore une fois, un des critères le plus important pour moi c'est la traction financière. C'est bien de me dire que la startup elle va être révolutionnaire, elle va faire des choses magnifiques. S'il n'y a pas encore eu d'argent qui a été encaissé, par exemple, pour moi c'est un gros critère négatif, parce que je veux que le marché m'ait prouvé que ça intéresse le marché et qu'il y a déjà de l'attraction des utilisateurs. Ok, donc on va pas perdre plus de temps, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer par te parler par la première startup dans laquelle j'ai investi tout début mars. Alors je vais pas te donner forcément les noms et les conditions de la levée de fonds parce que ça peut être encore confidentiel au moment où je te parle en fait, puisque mars c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et les levées de fonds elles prennent parfois un petit peu de temps à se clôturer au niveau des documents, de la paperasse, du juridique, et c'est parfois encore secret, c'est à dire que c'est très confidentiel, c'est à dire que toutes les informations dont j'ai accès sont confidentielles, je n'ai pas le droit de les partager. Donc c'est pour ça que je vais rester très évasif sur cette vidéo, je ne te donnerai jamais le nom ni les conditions financières de la levée de fonds, où je resterai entre guillemets approximatif. Mais cette première startup, en tout cas, elle est nigériane. Elle est sur le marché donc africain, qui est un très gros marché. Et ce qu'elle propose en fait, c'est d'ouvrir aux Nigérians et aux Africains, in fine, dans sa globalité, des comptes bancaires avec des IBAN étrangers pour pouvoir encaisser des devises étrangères telles que l'euro, le dollar, la sterling, etc., etc. En fait, tu peux voir ça comme le TransferWise pour l'Afrique, puisqu'en fait aujourd'hui, tu le vois avec le coronavirus, il y a beaucoup de gens qui ont changé de métier, qui se sont mis à travailler pour eux-mêmes, à devenir freelanceurs, etc., etc. Et en fait, les Africains, ils ont un gros problème, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à recevoir de l'argent de l'étranger, de boîtes étrangères, américaines, européennes, est-ce que tu veux, et d'encaisser des euros, des dollars ou toute autre devise. Ce qui fait que c'est très compliqué. Ils ont soit pas la possibilité, soit ça leur coûte beaucoup d'argent, parce que les banques locales africaines sont elles aussi des dinosaures qui ne s'intéressent pas à ce marché-là. Et donc en fait, la promesse de cette entreprise, de cette startup, c'est donc de permettre d'ouvrir des comptes et des IBAN étrangers pour les Africains. Donc c'est une très belle startup qui sort, si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier ça tout de suite, du Y Combinator, la dernière saison du Y Combinator. Donc si tu ne connais pas le Y Combinator, c'est si ce n'est le plus gros incubateur au monde. Donc les entreprises qui passent par cet incubateur, généralement, c'est des entreprises qui ont déjà passé des beaux filtres, des beaux critères de sélection. Et en plus de ça, on a un co-investisseur, de beaux investisseurs, puisqu'on a Soma Capital, qui est un très gros fonds d'investissement très connu, ainsi que le PDG d'une autre startup africaine qui fonctionne très bien en ce moment, qui est Mono. Donc voilà, c'est une belle startup sur laquelle je me suis positionné avec une belle valorisation qui a déjà dû faire en plus un multiple, puisque cette startup j'ai investi juste avant ce qu'on appelle le Demo Day du Y Combinator. Le Demo Day, c'est le jour où tous les investisseurs du monde entier vont regarder toutes les startups et décider ou non d'investir, et tu as beaucoup de ces startups qui décident de lever des fonds avant le Demo Day. Donc c'est le cas ici avec cette société. Donc voilà pour cette première entreprise sur le marché nigérian. La deuxième startup du mois de mars, c'est une entreprise cette fois-ci sur le marché indien, qui est un marché que j'adore énormément, sur lequel j'ai envie d'investir massivement, parce que pour moi il y a beaucoup de belles choses à faire en Inde. C'est d'ailleurs le deuxième marché le plus représenté dans mon portefeuille après les États-Unis. Cette startup, ce qu'elle propose simplement, c'est ce qu'on appelle du BNPL pour le marché de la santé. Donc BNPL en anglais, ça veut dire
buy now, pay later. Donc tu achètes maintenant et tu payes plus tard. C'est une vraie tendance aujourd'hui dans le monde entier qui est en train de s'inscrire parce que évidemment il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent pas payer forcément des choses et qui en ont besoin. Et donc si on leur propose de acheter tout de suite et de payer plus tard, ça les arrange. Et en fait cette startup, donc ce qu'elle propose, c'est simplement d'aider les Indiens à se soigner et à se guérir, parce que aujourd'hui ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup d'Indiens qui sont pas couverts comme nous on est couverts, qui ont des problèmes de santé, qui ont envie de se soigner et qui ne peuvent pas par manque de moyens. Et tu as aussi beaucoup de professionnels de santé qui n'encaissent pas d'argent parce que tu as des Indiens qui ne peuvent pas payer. Donc finalement, cette solution elle permet d'aider les deux camps entre guillemets, à la fois les Indiens qui peuvent se payer les soins de santé tout de suite et de payer plus tard sans frais, avec frais, bref il y a différentes possibilités en fonction de la rapidité de remboursement. Et tu as également du côté des professionnels de santé qui permettent d'encaisser plus d'argent, puisque s'il y a plus d'Indiens qui peuvent se financer leurs soins de santé, le praticien évidemment il encaisse plus d'argent. Donc ça c'est une très très belle startup également, puisque j'ai investi dans une startup qui fait exactement la même chose, du BNPL pour la santé, cette fois-ci aux États-Unis, et elle grandit très 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 vite. On a fait un plus de x2, un x2,13 là, je l'ai appris avant-hier, puisque des investisseurs de qualité en plus sont venus rejoindre une fin de levée de fonds à laquelle j'ai participé, et ils ont participé à une levée de fonds à une capitalisation 2 fois supérieure à celle à laquelle j'avais participé il y a seulement 2 mois par an. Donc ça c'est génial, et c'est un très très gros marché, puisque évidemment la santé c'est très important, crise ou pas crise, et sur un marché émergent tel que l'Inde c'est d'autant plus intéressant. Ça sort également du Y Combinator, cette startup, et on a également en co-investisseur de très très beaux co-investisseurs que tu vas connaître, puisque je vais te le répéter à nouveau. On a Soma Capital également, qui a investi à nos côtés dans cette startup. Donc également encore une fois un gros fonds d'investissement. Donc ça c'est pour la startup indienne du mois de mars. Je ne sais pas s'il y en a que une. Non, il y en a une deuxième qui va arriver juste après. La troisième startup du mois de mars, c'est une startup encore une fois nigériane. Alors également le Nigeria, c'est un marché que j'aime beaucoup en Afrique, puisque c'est un pays très dynamique où il se passe beaucoup de choses dans l'écosystème startup, et qui est en fait le point de départ pour ensuite tout éparpiller dans le marché africain. Donc j'ai pas mal de startups également sur le marché nigérian, et celle-ci vient du Nigeria. C'est une fintech, encore une fintech. J'adore également beaucoup les fintechs dans tout ce qui est startup, et celle-ci elle sort encore une fois du Y Combinator. Il faut savoir que le mois de mars c'est évidemment un mois propice aux startups qui sortent du Y Combinator, puisque c'est là où va se dérouler finalement le démo day. Donc il y a beaucoup de startups qui sortent de l'incubateur et qui sont en train de lever des fonds. Cette startup je l'adore parce que elle a clairement une valorisation qui est super intéressante par rapport à sa traction, par rapport à ce qu'elle propose. C'est littéralement en fait une banque pour les SMB, donc les Small and Medium Business, les petites et moyennes entreprises, qui sont elles aussi entièrement délaissées par les grosses banques traditionnelles sur le marché nigérian et africain de sa globalité. Donc là ce qu'on propose encore une fois, c'est toute une interface simplifiée, la possibilité d'avoir des comptes multi-devises, de pouvoir gérer ses dépenses, de pouvoir payer ses prestataires facilement. Bref, il y a tout un tas de choses en fait que les banques traditionnelles ne proposent pas, parce que c'est un marché qui les intéresse pas, ou alors pour les petites entreprises ça coûte beaucoup trop cher, ça met beaucoup trop de temps à être mis en place. Bref, il y a beaucoup de friction, comme tu peux t'en douter, je le pense, en Afrique dans tout ce qui est secteur bancaire. Et donc cette startup elle vient littéralement nettoyer, balayer tout ça et simplifier les choses pour tous ces entrepreneurs, ces petites et moyennes entreprises qui sont malheureusement encore une fois sous-représentés. On a de très très beaux co-investisseurs ici que j'ai sous les yeux, puisqu'on a encore une fois Soma Capital, on a Pioneer Fund, et on a également un investisseur qui s'appelle Oliver Young, qui investit dans énormément de startups qui ont cartonné, comme je le vois ici, Airbnb, il y a quoi d'autre, il y a Brex que tu peux connaître, Shine, bref plein d'autres startups. Donc on a également de très très beaux co-investisseurs ici, et en fait cette startup me fait penser à une autre startup que j'ai en portefeuille qui se développe extrêmement vite, qui va certainement devenir une licorne incessamment sous peu, en l'espace de 2 ans je pense. J'ai investi sur une capitalisation à 20 millions, et là je pense que même pas 2 ans plus tard, elle va aller 3 ans maximum, elle va devenir une licorne. Donc c'est extrêmement intéressant, puisque ça veut dire, si tu fais les maths relativement rapidement, ça fait un x50 déjà sur la base d'1 milliard par rapport au premier investissement de 20 millions. Donc x50 sur capital investi, c'est très intéressant. Et cette startup me fait entièrement penser à ça, parce que elle a déjà de très très beaux chiffres, une très très belle traction, et ça m'étonne pas, parce que le marché africain est encore une fois un marché vierge sur lequel il y a beaucoup de choses à faire. J'ai des startups dans pas mal de secteurs différents sur le marché africain, nigérian, kényan, etc. Et on voit que c'est clairement ce genre de marché émergent sur lesquels il y a beaucoup d'argent à aller chercher en tant qu'investisseur, parce que en fait il suffit de répliquer les modèles qui ont marché ailleurs, et j'ai envie de dire c'est presque aussi simple que ça. Évidemment il faut l'exécution, il faut le contexte économique, juridique qui fait que tout se passe bien, compétitif, etc. Mais généralement quand on réplique un modèle qui a fonctionné ailleurs, notamment aux États-Unis, dans les marchés on va dire développés, et qu'on le réplique sur les marchés émergents tels que le marché nigérian, africain, indien, mexicain, etc. Généralement il y a de bonnes chances pour que ça se passe bien. Donc ça c'est la troisième startup fintech nigériane que j'ai également hâte de suivre, parce que je pense qu'elle va nous réserver de très très belles surprises.
On retourne en Inde, cette fois-ci pour une autre startup qui au début m'a un petit peu intrigué dans le mauvais sens en me disant c'est quoi vraiment leur valeur ajoutée à eux, c'est un peu simpliste comme business model, mais qui au final m'a bien plu et je vais t'expliquer pourquoi. Cette startup donc sur le marché indien, c'est une entreprise dans le secteur de la crypto-monnaie et ce qu'elle propose en fait c'est que sur tous tes achats, tu as un cashback en Bitcoin. Tu vas me dire, en effet, c'est très simpliste. C'est quoi leur unfair advantage? C'est quoi ce qui fait qu'on peut pas les copier? C'est quoi ce qui fait que ça va marcher finalement? Et en fait, le point d'entrée, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le point d'entrée, c'est capter les utilisateurs via du cashback en Bitcoin. Aujourd'hui, du cashback, on en a à toutes les sauces entre guillemets, avec plein de fintech. C'est vraiment quelque chose de bien répandu et de connu et reconnu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le marché indien est un marché qui adore la crypto-monnaie. Les Indiens également n'ont pas le pouvoir d'achat que nous on peut avoir et beaucoup d'Indiens en fait souhaitent investir dans la crypto-monnaie sans forcément pouvoir le faire. Nous aujourd'hui on met un 1000 euros, on peut le faire, on met un 500 balles, on met un 2000, on met un 5000, on met un 10 000, bref. Les Français, les Européens, les Américains, ils peuvent se permettre d'investir directement du capital qu'ils ont à disposition dans la crypto-monnaie. Les Indiens, c'est pas le cas. Aujourd'hui, je te l'ai dit avec l'exemple de la startup présente dans le secteur de la santé, tu as plein d'Indiens déjà qui n'arrivent pas à se soigner, c'est très compliqué, ils n'ont pas d'assurance, bref, ils n'ont pas le même pouvoir d'achat que nous. Et ces Indiens veulent investir dans la crypto-monnaie. Donc cette startup, elle te propose en fait sur tous tes achats, que tu vas de toute façon faire au quotidien, ce que tu dois bien vivre, acheter de la nourriture, etc. Eh bien, elles vont te proposer un cashback. C'est-à-dire que tu as une CB, ils te donnent une CB et sur tous tes achats, tu vas avoir du cashback en Bitcoin. Et en fait, ça c'est le point d'entrée pour faire de la rétention parce qu'évidemment, quelqu'un qui dépense, qui a du cashback en Bitcoin, eh bien, il va y avoir une forte rétention. Et justement, les premiers chiffres nous montrent qu'il y a déjà beaucoup de rétention quand on regarde en fait les cohortes à M+1, M+2, M+3, M+4, M+5. On voit qu'il y a de la très bonne rétention. Et en fait, l'idée de cette startup derrière, c'est évidemment d'aller proposer d'autres choses derrière, notamment du stacking, créer un wallet, faire de l'achat-vente de Bitcoin, faire du prêt avec du collatéral en Bitcoin et en crypto-monnaie, etc., etc. Bref, c'est littéralement de développer l'écosystème avec du stacking, de la DeFi, etc., etc. et devenir potentiellement une cible intéressante pour un gros exchange tel que Coinbase, Binance ou qui tu veux pour un rachat potentiel ou une IPO, on ne sait pas encore, ou une banque, voilà, tout est envisageable évidemment, mais l'idée, elle est là. Et ça m'a beaucoup plu, ça sera également du Y Combinator, le dernier batch là de l'hiver 2022. On a de beaux co-investisseurs également qui sont des co-investisseurs spécialisés dans tout ce qui est justement crypto-monnaie, écosystème blockchain, DeFi, etc., etc. Et ça m'a bien plu parce que en fait on a également des exemples de réussite comme ça sur le marché américain et suédois, notamment Loli qui a fait de très belles levées de fonds et qui ont démontré que potentiellement il y a vraiment quelque chose qui intéresse les gens, une belle traction et une belle opportunité. Donc encore une fois, on regarde ce qui a marché ailleurs, notamment sur le marché américain, et on voit si ça peut potentiellement fonctionner sur le marché indien et d'autant plus sur un marché indien où, comme je te l'ai dit, ils sont fans de la crypto, donc c'est super intéressant. Le seul petit bémol en Inde, c'est que la régulation est un petit peu plus bancale que ailleurs. C'est vrai qu'il y a pas mal de lois qui passent en Inde qui font un peu de yo-yo sur est-ce que c'est légal, pas légal, est-ce que c'est autorisé, banni, etc. Mais encore une fois, il faut comprendre que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui, même si on le bannit, en fait, c'est pas possible, c'est littéralement impossible. Si c'est régulé, finalement, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que ça va un petit peu calmer les ardeurs de toutes ces arnaques, de ce Far West entre guillemets. Et puis également, il faut comprendre que cette startup n'est pas un exchange ou quelque chose qui intervient directement dans le secteur de la crypto-monnaie, mais plutôt une fintech qui propose du cashback en Bitcoin. Donc ça n'a pas non plus la même régulation qu'un exchange qui gère des actifs, qui fait de l'achat et de la vente. Ok. Donc c'est pour ça que pour toutes ces raisons-là, d'autant plus qu'il y avait une belle valorisation, etc., une belle traction, j'ai décidé de me positionner sur cette startup indienne. Donc voilà, je crois qu'on est à la 4e startup. On va terminer cette vidéo tranquillement avec la 5e startup. Et la dernière startup du mois de mars, c'est une startup donc américaine qui propose finalement une solution de paiement, on va dire pour toutes les petites entreprises ou les petits travailleurs, si on peut appeler ça comme ça, dans le secteur, on va dire, de la réparation à domicile. Donc on pense notamment à tout ce qui est plombier, électricien, je sais pas, fuite sur la toiture, bref, tout ce que tu peux appeler à la maison pour réparer une petite fuite, un évier bouché, j'en sais rien, ce que tu veux. Et en fait, la solution que cette entreprise propose, c'est simplement de payer extrêmement rapidement et facilement sans avoir à perdre de temps, d'argent, tout en proposant en fait des moyens de paiement qui sont extrêmement diversifiés. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que les professionnels et aussi bien les clients ont beaucoup de mal à avoir une solution qui leur convient à 100%. Pour le côté professionnel, souvent ça met du temps à être mis en place, ça coûte de l'argent. C'est pas efficient, ils n'ont pas forcément tous les moyens de paiement à disposition. Et pour le client, en fait, il y a des statistiques qui démontrent que si on lui propose pas le moyen de paiement qu'il aime ou si, c'est pas simple, ça le fait chier entre guillemets et il est moins enclin à pouvoir rappeler le professionnel ou moins enclin à avoir un avis favorable sur le professionnel juste à cause de la solution de paiement. Et moi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais la semaine dernière, j'étais dans un nouveau restaurant qui a ouvert au Kyrgyzstan, il y a 2-3 semaines, pardon, et je suis allé manger, tout s'est bien passé et en fait, ils n'avaient pas encore ouvert de terminal de paiement pour payer en CB. Et ils m'ont fait sortir alors qu'il faisait froid,
il faisait déjà nuit pour aller à un ATM tirer du cash. Et tout s'était bien passé, mais parce que mon expérience à la fin était mauvaise et parce qu'ils n'avaient pas encore pris un terminal de paiement, eh bien je me suis dit franchement ça m'a saoulé, j'ai plus envie de revenir dans ce resto. Peut-être que tu vas dire que je suis un vieux con, mais moi c'est ce genre de petits détails que je comprends pas. Quand tu ouvres un business, la première chose que tu fais c'est quand même encaisser tes clients. C'est la première chose à laquelle tu dois penser. Donc avoir un terminal de paiement, eh ben pour moi c'est la première chose que je vais faire. Alors je sais pas si je suis un gros capitaliste, un gros con qui pense qu'à l'argent, mais je sais pas si tu ouvres un business, tu penses à comment t'encaisses les clients. Et donc ça m'a saoulé. Et en fait c'est la réalité pour beaucoup de clients qui si on leur propose une expérience de paiement qui est mauvaise, eh bien ça va leur détruire, ça va leur abîmer l'expérience qu'ils ont eue dans leur globalité. Et en fait elle vient interagir ici, cette startup américaine, en proposant une solution sur téléphone via un QR code. Donc c'est pas encore une fois un business model qui a l'air d'être révolutionnaire quand on l'explique comme ça, mais c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup aux États-Unis et qui simplifie énormément les choses, puisque avec ce QR code, eh bien le professionnel il est payé immédiatement, tout de suite, très rapidement. Il n'y a pas de frais de mise en place qui sont longs et chiants, et surtout ça coûte moins cher par rapport à ce que proposent les banques. Et pour le client, l'avantage c'est qu'il n'a pas donné ses coordonnées bancaires et en plus de ça, il a tous les moyens de paiement à disposition, que ce soit paiement CB, que ce soit en paiement crypto, que ce soit en paiement tout ce que tu veux. Bref, tout ce qui existe aujourd'hui, tout est intégré directement dans ce QR code et ça se fait en 2-3 secondes et c'est magnifique. Et cette startup, elle m'a également beaucoup plu parce que au-delà d'avoir une valorisation qui était intéressante, au-delà d'avoir une belle traction également et de s'attaquer à un marché qui est immense en allant chercher surtout une verticale qui est intéressante, puisque on va pas chercher une verticale qui est forcément déjà surreprésentée avec une grosse concurrence. On va chercher la verticale des petits travailleurs de la maison, entre guillemets, je sais pas comment les appeler, les plombiers, les électriciens, bref les artisans qui interviennent pour les petits problèmes de la maison. Elle n'est pas forcément très représentée, très investie encore par des entreprises, des startups et des fintechs. Et en plus de ça, on a un très bel co-investisseur puisqu'on a Sequoia Capital, rien que ça, qui je sais pas si tu connais, un des plus gros fonds d'investissement au monde. Généralement quand tu as Sequoia Capital qui intervient dans ta startup, c'est que ça sent plutôt bon, c'est qu'ils ont flairé un peu le bon filon. Il suffit que tu regardes l'historique de Sequoia Capital sur internet et tu vas comprendre. Donc pour toutes ces raisons, je me suis dit allez, on y va, on va voir ce qui se passe, parce qu'il y a encore une fois un potentiel ici de x100. C'est vrai que je n'ai pas parlé pour les précédentes startups. Le potentiel c'est quoi de tous ces investissements? Sur toutes les startups que je t'ai citées auparavant, on va minimum pouvoir aller chercher du x100. Alors encore une fois, il n'y a rien de garanti, c'est le monde des startups, tout peut s'écrouler, il peut y avoir un concurrent qui va plus vite, qui va plus fort, qui est le meilleur co-investisseur, etc. Mais l'idée elle est en tout cas d'aller chercher un minimum x100. J'estime que je prends pas ces risques, puisqu'il y a quand même pas mal de risques. Encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est extrêmement illiquide. L'exit, l'événement de sortie, il peut se passer dans 5 ans, 7 ans, 10 ans, donc c'est long en plus de ça. Donc j'estime prendre des risques uniquement pour quelque chose qui est intéressant. Si je fais pas un minimum x100, ou si j'estime ne pas pouvoir faire un minimum x100 sur la startup, je n'y vais pas. Et l'idéal même c'est de faire parfois sur certaines startups x200, x500, x1000 pour les plus belles réussites. Alors évidemment, je suis pas en train de te dire que ça va arriver extrêmement souvent, peut-être même jamais, mais en tout cas c'est pas impossible sur certains projets qui sont vraiment très intéressants avec des petites valorisations et des fortes tractions. Voilà en tout cas ce que j'avais à te dire sur les 5 startups du mois de mars. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Partage-la à tes amis qui sont investisseurs, qui s'intéressent au monde des startups, du private equity. Si tu souhaites investir à mes côtés également, lis bien la barre de description, puisque dans l'information, la magie des dividendes, je te propose de recevoir mon deal flow, donc c'est-à-dire que les 5 startups que je viens de te citer, tu aurais pu investir avec moi à mes côtés, dans cette startup et potentiellement, vivre un exit également avec moi dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, on n'en sait rien, et gagner beaucoup d'argent. Encore une fois, c'est hypothétique, mais c'est clairement pas déconnant quand on voit la qualité des projets qui ont été réalisés pour ce mois de mars. Donc voilà, tout est dans la barre de description. Si tu as moins de questions, n'hésite pas et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.